Bonjour à tous, Shalom Ouvracha. Nous rentrons dans la deuxième semaine de l'opération Glaive de fer Horvot Barzel. L'armée israélienne soumet à un pilonnement intensif la bande de Gaza. Et en parallèle, les Havdil, les villes israéliennes sont soumises à un barrage incessant de roquettes palestiniennes. Le monde juif tout entier s'est connecté pour arriver à soutenir la population israélienne et les soldats de l'armée. Pour arriver à comprendre et analyser cette situation en totale évolution, nous avons auprès de nous aujourd'hui 4 spécialistes qui nous donneront leur éclairage personnel. Tout d'abord, le spécialiste des questions de géopolitique au Proche et Moyen-Orient, Yonatan Azout. Shalom Ouvracha. Ensuite, celle qui nous donnera un éclairage beaucoup plus psychologique de la situation, Madame Joëlle Lisha, qui elle est psychobiothérapeute, spécialiste des chocs post-traumatiques. Madame Lisha, Shalom Ouvracha. Et à nos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir ici Rav Bitton, éminent conférencier à Torah Box, thérapeute de couple et autres. Rav Bitton, Baruch haba. Et enfin, du front directement, nous avons Jonathan Berda, qui est l'envoyé pour toutes les belles missions de Torah Box, qui va sur le front, qui sillonne Israël du nord au sud pour apporter le maximum de soutien aux soldats et aux populations. Jonathan, shalom. Alors, Jonathan, dites-moi, est-ce que vous pourriez nous éclairer? Est-ce que cette fameuse offensive, est-ce que cette fameuse opération terrestre de laquelle tout le monde parle est confirmée? Est-ce qu'elle va avoir lieu dans les jours ou les heures qui suivent? Est-ce que l'ordre d'évacuation qui a été donné par l'armée israélienne à la bande de Gaza de se déplacer du nord vers le sud a-t-il été respecté? Est-ce que les Gazaouis ont saisi cette occasion? Oui ou non? Jonathan, on vous écoute. Alors, pour rappel, Tsahal avait lancé un ultimatum de 24 heures jeudi soir dernier pour évacuer la partie nord du territoire qui est sous le contrôle du Hamas. Pour l'instant, la mise à exécution de la menace n'a pas été encore optimale. On sait aujourd'hui qu'on attendait peut-être un corridor humanitaire. Est-ce qu'il fallait peut-être déployer des unités nécessaires pour valider les plans? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a aussi le sort des otages, aujourd'hui qui sont à peu près 199. Aujourd'hui, on peut quand même dire que l'invasion, elle semble imminente. Au niveau des déplacements auxquels vous faisiez allusion, on s'y attendait, le Hamas a rejeté catégoriquement lors d'évacuation. On a vu des déplacements de population du nord vers le sud. Maintenant, on sait que le Hamas y compromet largement ces déplacements du fait que, là, on a des témoignages de Gazaouis, le fait qu'ils confisquent des papiers, le fait qu'ils confisquent des clés de voiture. Donc, voilà, on peut penser qu'il va quand même rester des personnes sur place. De toute façon, Et que le Hamas va continuer à s'en servir comme bouclier humain. Exactement, c'est leur politique, utiliser les civils comme boucliers. C'est sûr que s'il y a plus de civils, ça complique leur tâche. Très bien. Maintenant, les opérations aériennes qui ont eu lieu pendant toute la semaine dernière avec un rythme tout simplement incroyable qu'on n'avait pas connu depuis de très nombreuses années, voire peut-être même depuis la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'elles ont affaibli le Hamas? Est-ce que maintenant les responsables, quels responsables en fait ont été éliminés et est-ce qu'il en reste encore est-ce qu'il reste encore des responsables importants? Alors, bien sûr, vu la puissance de feu qui a été utilisée par Tsahal, c'est plusieurs milliers de tonnes d'explosifs. C'est quelque chose qui est inédit. On ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est inédit. Je peux vous garantir que d'un point de vue militaire, ils ont tellement mis le paquet. Donc, bien sûr qu'il y a eu déjà un endommagement des forces de frappe du Hamas. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, oui, il y a eu des têtes de premier plan qui ont déjà été éliminés. Il y a des membres de la branche armée et des membres de la branche politique. Aujourd'hui, on peut dénombrer 2 commandements qui étaient impliqués dans les attaques des kibbutzim. Un commandant, excusez-moi, en charge de la sécurité dans le sud de la bande de Gaza, de même que le responsable de la défense aérienne, le ministre de l'économie et le responsable des relations internationales. Alors, vous me posez la question s'il reste encore des têtes. Évidemment, là, on est sur des personnes qui sont dans le commandement, mais ce ne sont pas les grandes têtes à penser. Au niveau des 3, si on doit citer 3 figures principales, je citerai d'abord Mohamed Dief, qui est en fait le chef d'état-major de la branche militaire, qui lui-même a échappé déjà à 6 tentatives visant sa mort. La dernière, c'est en 2014. Il y a Yahya Sinwar, lui, c'est l'homme fort de Gaza. Il a passé 23 ans derrière les barreaux. Lui, aujourd'hui, aussi, c'est quelqu'un qui pèse à Gaza. Et un autre, qui sera plus difficile à viser, c'est Ismaël Haniyeh, qui est le chef, en fait, du bureau politique
et qui lui est emprisonné, enfin, qui a été emprisonné par Israël et aujourd'hui qui est exilé ou au Qatar ou en Turquie, ça dépend des périodes de l'année. Voilà. Très bien. Alors maintenant, au-delà du front sud, il y a le front nord. À qui fait-on face sur le front nord? Qu'est-ce qu'il se passe et quelle est la politique que l'État d'Israël a choisie pour réagir face aux provocations du Hezbollah libanais? Alors, d'abord, vous dire que le Hezbollah, c'est une milice. On dit milice aujourd'hui, je dirais même que c'est une vraie armée et djihadiste et chiite. En fait, pour faire très très simple, c'est le bras armé de l'Iran à la frontière nord d'Israël. Voilà, pour faire très simple. Reconnu comme organisation terroriste par Israël, les États-Unis, la branche armée par l'Europe et même par la Ligue arabe. Ça peut surprendre, mais même la Ligue arabe, en 2016, a reconnu le Hezbollah comme organisation terroriste. Aujourd'hui, on peut dire que c'est 100 000 combattants. Si on écoute les dires de son chef, qui est Hassan Nasrallah, qui revendique aujourd'hui 100 000 combattants, c'est de toute autre envergure que le Hamas. C'est une armée qui est beaucoup mieux équipée. Alors, je vais peut-être pas entrer en détail, mais au niveau des équipements, on a des chars T-55, des véhicules de transport de troupes, un nombre très important de pièces d'artillerie et des canons tractés, des lance-roquettes multiples, des missiles 100 000 anti-chars, des armes missiles. antiaériennes, des missiles de longue portée, de moyenne portée. Enfin, voilà, c'est quelque chose c'est une armée qui est présente au Liban. On sait que le Liban, qui est déjà à genoux économiquement, ne cherche pas de conflit avec Israël. Aujourd'hui, dans le moment où je vous parle, il y a un hashtag sur X qui est le Liban ne veut pas de guerre. Mais pour autant, la population libanaise est prise en otage, un petit peu comme la population gazaoui, par le Hezbollah au Liban. D'ailleurs, même l'armée libanaise, elle compte moins de membres que le Hezbollah. À peu près, l'armée libanaise, c'est 60 000 personnes, le Hezbollah, c'est 100 000. Au niveau de la politique israélienne, c'est des réponses qui sont, on va dire, depuis la confrontation de 2016, c'est équivalent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la règle tacite, c'est l'équivalence dans les représailles. Voilà. Alors, on a des déclarations de Galante qui dit clairement que Israël ne cherche pas un conflit au front nord et qui, pour autant, promet que si le Hezbollah s'en mêle, je peux le citer, une réponse mortelle. Voilà. Mhm. Alors maintenant, je me tourne vers Madame Lecha. Madame Lecha, Shalom Ouvracha. Regardez, on a été confronté à des images tout simplement insoutenables. Alors, ces images-là causent des traumatismes. Pourquoi est-ce que lorsqu'on regarde des images angoissantes, en fait, on recherche en fait, on consulte encore et encore les actualités. À cet instant-là, on a une espèce de sensation très temporaire de sérénité, mais qui laisse très rapidement place à un stress et un besoin compulsif de regarder, de consulter encore et encore. Comment est-ce que ce système-là fonctionne? Et surtout, comment est-ce qu'on peut en sortir? Alors, c'est vrai, on est assailli aujourd'hui depuis 10 jours d'images qui sont d'une violence et d'une sauvagerie qui sont hors de notre système de pensée, de nos valeurs et de nos croyances. Ça, c'est très, très important à comprendre, qui n'appartiennent pas à notre mode de fonctionnement. Pour répondre à cette question, c'est très important de comprendre, en fait, tout est une question d'anatomie. L'œil capte en premier l'image, le son vient ensuite avec l'ouïe, avec l'oreille. Or, l'œil est la partie la plus extérieure du cerveau, qui est en lien direct avec les images qui se présentent à lui. Les informations, surtout celles-là qui sont insoutenables, ne sont absolument pas n'arrivent pas à être traduites, ne sont absolument pas digérées par notre cerveau et surtout par notre cortex cérébral qui est à l'avant, c'est-à-dire notre intelligence, notre réflexion. Donc, toute cette information, cette masse d'informations bascule dans notre cerveau limbique qui est situé plus à l'arrière, tout au fond, dans la partie la plus profonde de notre cerveau, là où se trouvent deux petites glandes que l'on appelle amygdale et hippocampe. L'amygdale, elle, va contenir toutes nos émotions et notre histoire émotionnelle. L'hippocampe, elle contient, elle permet d'enregistrer l'histoire elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois donc que nous regardons, notre cerveau enregistre ces messages
les envoie donc dans l'amygdale et l'hippocampe, qui doit trouver une solution. Quand c'est associé au son, l'intensité est amplifiée. Or, ces solutions, elles sont extrêmement complexes pour notre cerveau. L'objectif est de nous maintenir vivants. Donc, devant cette horreur, il va y avoir une espèce de passage en revue de toute notre histoire émotionnelle personnelle. Et là, vont s'activer, chez certaines personnes, vont s'activer plutôt tout ce qui est la tristesse, l'horreur. Et ce qui va se passer chez ces personnes qui vont continuer à voir et à revoir, au bout d'un moment, le cerveau va trouver comme solution, comment dire, de mettre en veille la personne. Et elle bascule dans une espèce de démobilisation intérieure. Chez d'autres personnes, donc tout dépend de l'histoire de chacun, il va y avoir une activation de la peur. Et plus cette peur est activée, plus c'est impossible à vivre pour le cerveau. Et là, sa solution, c'est d'éloigner le prédateur. Comment on éloigne le prédateur? Non plus en se démobilisant, en faisant le mort, mais en hurlant, en basculant dans la colère et dans la rage. C'est là que l'on va trouver des gens qui vont être dans une telle colère qui vont chercher vengeance. Le problème, c'est que toutes ces émotions qui sont générées chez nous, pour l'instant, ces solutions ne sont que symboliques, puisque nous ne sommes pas sur le front, nous n'avons pas d'ennemi qui est directement en face de nous. Nous, la population, je ne parle pas des soldats, je parle de nous, population. Tout ce que nous avons, c'est qu'en fait, ces émotions, en fait, elles vont nous submerger et, eh bien, elles vont venir contrecarrer nos relations intersociales. Et elles vont empêcher, elles vont à ce moment-là créer des conflits entre nous, au sein des époux, avec une maman avec ses enfants qui perd patience, un papa qui est tellement submergé par ses angoisses, qui va se mettre à hurler contre le voisin, qui malencontreusement a oublié sa poubelle devant sa porte. En fait, avec des raisons et des réactions et des fonctionnements qui seront en dehors de la norme et qui vont nous empêcher, du point de vue du CLAL, de fonctionner correctement. Maintenant, on pourrait se demander, mais puisque l'image est tellement douloureuse, pourquoi on continue? Alors, il y a une espèce de, chez l'être humain, une fascination de la mort, du voyeurisme, de la fascination. Cette fascination qui est due à la peur. Et du fait de cette fascination, s'approprier de l'événement en le regardant nous donne l'impression de le maîtriser, ce qui augmente la peur. Et là, plus on voit l'image, plus on entretient l'incertitude et l'angoisse, ce qui permet une espèce de, au départ, de mobilisation de l'attention et de compassion du public, mais qui, à long terme, déclenche effectivement toutes ces réactions négatives que j'ai décrites. Le problème de ces réactions négatives, c'est qu'elles créent en même temps un déséquilibre intérieur du corps, un déséquilibre hormonal. Le problème de ce déséquilibre hormonal, c'est qu'il engendre des pathologies chez nous. Mais en même temps, ça devient une force pour le terrorisme, parce que le terrorisme utilise l'image comme arme de destruction du public. Et en fait, nous avons le devoir, nous, aujourd'hui, de rester en bonne santé pour notre prochain et pour les nôtres, et surtout pour nous-mêmes. En faisant quoi? En ne regardant, éviter de regarder les images, en écoutant les informations qu'une fois par jour. Le mieux, c'est de les écouter, en ne restant pas à écouter les commentaires qui tournent en boucle. Ça ne sert à rien. Et surtout, bien évidemment, d'écouter ce qui est essentiel. Un peu d'information, les consignes de sécurité et de continuer sa vie. Merci beaucoup, Madame Lisha. Alors, face à cette guerre psychologique qui est menée justement par ces terroristes, il y a des gens qui prennent les choses en main et qui vont faire des belles choses, qui vont faire avancer le peuple d'Israël. Je me tourne vers Jonathan. Jonathan qui sillonne le pays du nord au sud et qui, tout autour de lui, sème le sourire
et le bien-être. Jonathan, où es-tu d'abord? Comment ça se passe? Quel est le moral des soldats sur place? Et quelles sont les actions que, par ton biais, par le biais de tous tes bénévoles, Torah Box a entrepris pour l'opération Glaive de Fer? Alors, en fait, dès le lendemain de la guerre, on a essayé de comprendre et de voir avec les soldats qu'on suit pendant toute l'année comment on pouvait être utile. Donc, il y a d'abord les soldats, il y a aussi les personnes qui sont dans le sud, il faut pas oublier. Donc, dès le lendemain, on est parti dans les bases militaires qui étaient proches, où là-bas, on a tous les Khaïlim, tous les soldats qu'on suit pendant toute l'année. Et ils nous ont dit, voilà, ils ont besoin, ils ont vu, là, comme Madame Lita vient de parler, des images d'horreur, ceux qui ont ramassé les corps à Be'eri, ceux qui ont combattu. Et voilà, il faut un peu les réjouir. Et surtout, ils demandent des Tzitzit Katan. Il y a une grosse demande des soldats de Tzitzit Katan. Pas de la nourriture, des Tzitzit Katan. Centaines de Tzitzit Katan aux soldats qui étaient à Gaza. Aussi dans le nord, ceux qui sont partis dans le nord, il y a 300 000 soldats qui sont un peu partout. Pareil, on est parti les réjouir avec les rabbins de Torah Box et essayer de les renforcer. Et il y a un vrai éveil en ce moment. Beaucoup de soldats qui nous ont demandé aussi des paires de tefilines. Ils ont pris sur eux. Ça fait depuis ils ont mis leur tefilines juste le jour de leur bar mitzvah. Et là, il y a un éveil. Ils disent, on a envie de les mettre tous les jours. Donc, on est en train de s'organiser pour leur distribuer à chaque soldat qui veut une paire de tefilines, qui puisse l'avoir avec lui, que ça soit dans sa base ou même quand qu'il sera au front, Bezat Hashem. Et on est en train d'organiser pour tous les soldats qui sont dans les checkpoints, à côté de Ramallah, ou à côté de Hebron, des repas. Tous les jours, il y a une équipe qui part dans les checkpoints, dans les feedbox, dans les tours de contrôle, pour aller leur distribuer sandwich s'ils peuvent pas prendre un plat chaud s'ils peuvent se poser, s'ils sont dans des endroits où ils peuvent manger tard. Ce qu'on est en train de faire, et là, on va encore après-demain, on va à côté de Gaza. On est en train de gagner une grosse après-midi avec des chanteurs, avec de la nourriture, un barbecue, des pizzas. Et pareil, le lendemain encore jeudi, on va être dans le nord. Et tous les jours, c'est des opérations. Et par rapport aux familles du Sud, on est en contact avec les responsables de communauté sur place. Il y a deux besoins. Il y a un premier besoin. Et déjà, ils peuvent pas se déplacer. Ils sont sous les bombes. C'est compliqué. Ils peuvent pas se ravitailler et acheter de la nourriture pour leur famille. Il semblerait que les supermarchés soient fermés parce que les gens ne peuvent pas sortir. Voilà, exactement. Ils peuvent pas sortir. C'est fermé. Donc, on a organisé la semaine dernière des colis pour ces familles-là, pour 400 personnes, des colis alimentaires. On leur a fait là-bas sur place directement. Et pour ceux qui ont des bébés, du maternat, des couches, etc. Et on est en train d'organiser pour ceux qui ont besoin un peu de respirer. On est en train de voir pour des appartements pour pouvoir les reloger pendant quelques semaines, soit à Jérusalem, soit à Netanya, dans des endroits qui sont un peu plus sécurité. Waouh! Jonathan, kol hakavod, que Dieu te protège. C'est grâce à tous les gens qui nous suivent. On est juste les envoyés, nous. Alors, quand on entend cela, Rav Bitton, on voit donc, et c'est une goutte parmi l'océan d'un nombre impressionnant d'histoires de gens héroïques, de gens qui prennent des initiatives tout simplement admirables. Et si on regarde avec un peu de recul, les disputes, je ne sais pas si vous en rappelez, vous avez sûrement vous déjà oublié, d'il y a un mois, elles sont bien loin. Est-ce qu'il y aurait un nouveau peuple d'Israël qui serait en train de naître et d'apparaître ici? C'est le vrai qui apparaît, hein, tout simplement. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je crois que c'est vraiment le moment de le redire ici. On a posé la question une fois au Rabbi Lubavitch. Il lui a dit, ces juifs de Kippour, les juifs qui viennent à Kippour à la synagogue, ils mettent un masque. Ils sont hypocrites. Elle a dit, pas du tout. Pendant l'année, ils portent un masque, et à Kippour, ils enlèvent leur masque. On voit le vrai visage. Alors, c'est exactement la même chose. Am Israël, on va dire, dans le quotidien, c'est un peuple de gens qui réfléchissent. On est un peuple de gens qui réfléchissent. On est le peuple du livre. On réfléchit, on a des idées. C'est un petit peu la symbolique des tefilines. Dans les tefilines de la tête, il y a 4 compartiments. Donc, on réfléchit beaucoup. On a beaucoup d'idées, d'accord? On a beaucoup de choses à dire. On a aussi beaucoup de vigueur. Donc, on offre le masque de la dispute. Mais dans cette période-là, ce masque, il a disparu. Et d'un seul coup, quelque chose apparaît. Alors, si vous regardez les médias français, par exemple, vous entendez parler d'union sacrée. Il y a des gens qui parlent d'union sacrée. Vous savez à quoi ça fait référence, l'union sacrée? C'était à la Première Guerre mondiale. Voilà, l'union sacrée des forces françaises. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça se résume par un mot, qui est le mot Neshama. En fait, Am Israël, il a une Neshama collective. Cette Neshama collective, elle est éclatée
dans le monde, parce que chacun finalement a une mission, chacun a une manière de faire briller cette portion de Neshama qui est la sienne. Mais en fait, c'est un morceau de Neshama collective. Ce qui est en train d'apparaître ici, quand on voit Yair Golan, un homme d'extrême gauche, qui est étreint complètement par un militant de Ben Gvir, ils s'étreignent tous les deux, c'est pas du tout une mise en scène. C'est la Neshama collective de Ham Israël qui se réunit. Alors vous allez me dire, comme je l'ai dit dans le message que j'ai pour Torah Box, pourquoi est-ce qu'on doit attendre ce genre d'occasion pour que ça se réveille? Mais encore une fois, il faut savoir tirer parti et profit des événements. C'est que cette force-là qu'on est en train d'offrir à Kadosh Baruch Hu, ce visage de la hardout, de l'unité intrinsèque d'Am Israël, l'unité spirituelle d'Am Israël, ce qu'on est en train d'offrir là, ici, à Kadosh Baruch Hu, c'est une forme de teshuva collective. Et donc la force que Hachem va donner à son peuple, Hachem ose les amoïten, Hachem yevarech et amo vachalem. Hachem, il donne une force particulière à son peuple et il bénit son peuple. Il donne un surcroît de force. C'est ça la bracha, un surcroît, une multiplication de force quand il y a du shalom. Ce peuple juif qui va émerger ici, là, après cet événement, comme celui qui a émergé après la guerre de Kippour, comme celui qui a émergé après la Shoah, comme celui qui a émergé après l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a été un drame, comme celui qui a émergé après les Xérot Tarvetat en 1648-1649. Tous ces peuples, ce peuple juif qui a émergé, c'était un peuple nouveau et qui en général a vécu un renouveau spirituel. Comme si en quelque sorte, cette identité profonde et réelle, qui est la neshama collective du peuple juif, quand elle se réveille, elle donnait à Kadosh Baruch Hu la possibilité de nous donner une force supplémentaire sur le plan spirituel. Et toutes les périodes dramatiques du peuple juif ont été suivies d'un réveil spirituel très puissant. Et je vous rappelle que on a eu l'écriture de la Torah orale, et donc l'impossibilité d'oublier la Torah après la destruction du Beth Amikdash. On a eu la révélation de la Kabbalah après l'expulsion des Juifs d'Espagne. On a eu Eretz Israël après la Shoah. Le rabbi de Klausenburg, il a dit, quand j'ai vu les Américains et les Anglais nous sauver, j'ai pleuré. Parce que j'ai pensé que c'était le Mashiach qui allait nous sauver. Et j'ai vu que c'était seulement les Anglais et les Américains. On a eu Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une occasion de se réunir ici et d'expérimenter, c'est ce qu'on a appris à Kippour, avec le mouvement de tchouva collectif qui a démarré. Et là, maintenant, ce qu'on est en train de vivre, et je vous garantis que c'est ce qu'on va vivre après, vous allez voir émerger des millions de Baalei Tchouva, des gens qui vont, c'est pas seulement des tzitzit qui vont demander, c'est pas seulement des tefilines qui vont demander, c'est cette femme extraordinaire, cette femme qui a tenu des terroristes, qui les a fait manger, et en les faisant manger, elle les a simplement tenus le temps que les terroristes puissent être abattus et que les forces puissent arriver et puissent les abattre. Et à tout ça, avec une grenade sur la tête. Et cette femme-là, elle a lancé un appel, ce Shabbat-là, à des milliers de femmes, allumez les nérodes de Shabbat. Et elle leur a dit, peu importe que vous fassiez Shabbat ou pas, allumez les nérodes de Shabbat. Et je vous garantis que des milliers de femmes ont allumé les nérodes de Shabbat et que ça ne s'arrêtera pas. J'ai été hier consoler un papa dont le fils a été tué pendant la rave party. C'est un monsieur qui est Haridi, d'accord? Et son fils, bon, s'est retrouvé là-bas. Il m'a dit, mon fils, en hébreu, on dit, il n'a pas été choser béchéla. Il n'a pas été choser béchéla, c'est-à-dire qu'il n'a pas éveillé les questions. Il est parti à l'ishol chez Elot. Il est parti poser des questions. Et il me dit, il m'est venu en rêve, il a raconté cette histoire, il est venu en rêve dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'il ne savait même pas où il en était. Il lui a dit, papa, sache que je suis un endroit extraordinaire. Il avait une Gemara en or dans la main. Il dit, j'ai envie de pleurer en le disant, dans la Mechitza, je suis avec Hachem. Voilà, c'est ça, ce peuple juif. Alors, quand on entend ça, on entend que finalement, des gens qui ont été tués dans des conditions aussi abominables, mais dans un endroit aussi improbable, ces gens-là, ils rentrent directement dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Qui on est pour juger? Après cette guerre, on va juger des juifs. On va juger des gens qui sont religieux, des gens qui sont moins religieux. On va juger des gens qui ne pensent pas comme nous, des gens qui sont différents de nous. Je pense qu'une des choses qui va le plus disparaître de la vie publique du peuple juif, en tout cas qui disparaîtra vraiment de manière très significative, c'est le jugement. Et on apprendra réellement à aimer, à apprécier des gens qui ne sont pas comme nous. Et cet ahavat Israël, cet amour de l'autre et cette capacité à vivre en bonne intelligence les uns avec les autres, ça va être une force de shalom et ça sera une force pour nous amener la Géoula qu'on espère tous. Je pense que si on prie aujourd'hui, le Yanouka l'a dit, les rabbinim le disent, prions pour la victoire des soldats, prions pour la victoire de notre peuple, prions pour que nos ennemis soient battus, mais prions pour la Géoula. Prions pour la Géoula. Dans toutes les occasions de souffrance, ce visage éternel, cette beauté du peuple juif, elle apparaît, cette beauté intrinsèque d'amour, de dévotion, de respect l'un pour l'autre, elle apparaît. Mais d'un autre côté, ce qui apparaît également, c'est un désir profond de Géoula, parce que ce shalom, c'est une forme de Géoula. C'est une manière de se délivrer des contingences de la petitesse. Voilà, je pense que ce qu'on peut souhaiter tous. Je peux rajouter quelque chose, Rav Mimoun.
par rapport à ce qu'il a dit le Rav Biton, ce qu'il est en train de dire le Rav Biton, les soldats sur place, ils le ressentent vraiment. Ils nous disent que leur bouclier en ce moment, c'est la redoute du Ham Israël. C'est l'unité du clan Israël. Il y a beaucoup qui sont sur le terrain. Et la redoute du Ham Israël, cette générosité qui est créée depuis cette catastrophe, c'est ça la force qui donne aux soldats pour que Béat Hachem, qu'on gagne cette guerre et qu'il Mashiach bientôt. Alors donc c'est pas un nouveau peuple qui est en train d'apparaître, c'est le peuple le plus ancien qui est en train de se révéler. Israël, Asher, Becha et Pa'ar, le peuple d'Israël duquel Dieu dit, c'est le peuple duquel je suis fier. Et si Dieu est fier de nous, alors nous on est fiers d'être le peuple d'Hachem, qu'on puisse le crier haut et fort. Amen. Et que Bezrat Hachem, qu'Hachem vous garde tous et qu'on puisse se retrouver encore avec d'encore de meilleures nouvelles pour Khem Tio.